21 ans de mariage. Pour ce type qui tenait compagnie à ma femme tous les jeudis. Enfin, la vérité éclate. Je pensais connaître Amanda par cœur et dire que je me trompais sur toute la ligne. Cette femme aux côtés de qui je dormais, avec qui j'avais élevé mes enfants et bâti une vie pendant plus de 2 décennies, une parfaite inconnue. Tout a volé en éclats dans les toilettes d'un steakhouse chic, le soir de ce qui était censé être notre anniversaire de mariage. Le Méridien, un de ces restos à l'ambiance feutrée, avec serviettes en tissu et steak à 40 balles, le genre d'endroit où l'on va pour les grandes occasions. On avait réservé un salon privé pour toute la bande. Amanda, sa sœur Rachel, le mari de Rachel, Ben, notre fille, Sophie, 16 ans, notre fils, Jake, 13 ans, plus une poignée d'amis proches. 21 ans, ça méritait bien une fête, même si les choses étaient un peu tendues ces derniers temps. Amanda était incroyable ce soir-là, dans cette robe rouge profond qui coûtait probablement plus que mon salaire hebdomadaire. Coiffure impeccable, maquillage sans faille et ce sourire travaillé qu'elle sortait dès qu'elle voulait impressionner quelqu'un ou obtenir un truc hors de prix. Je me suis levé pour porter un toast au milieu du dîner. Ma main tremblait un peu en levant mon verre. De l'extérieur, tout semblait parfait. Les lumières qui scintillaient sur les verres à vin, les rires qui ricochaient sur les murs, l'orchestre qui jouait notre chanson. Trop parfait. Avec le recul, mon discours n'était qu'un ramassis de platitudes sur l'amour et l'engagement. Tout le monde a applaudi en levant son verre. Amanda a affiché ce sourire de façade et a trinqué contre mon verre. Je ne ressentais rien d'autre qu'un sentiment d'obligation. J'aurais dû m'en douter. Vers 20h30, j'ai dit que je devais aller aux toilettes. J'avais besoin de m'asperger le visage d'eau, de m'échapper un instant de cette mise en scène. Le mariage, c'est dur, et je me répéta que les passages à vide étaient normaux après 21 ans. Je me lavais les mains, les yeux fixés sur mon reflet dans le miroir, quand la porte s'est ouverte. Une femme que je n'avais jamais vue est entrée, la trentaine, robe bleu marine, l'air terrifié. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que nous étions seuls, puis s'est penchée vers moi pour murmurer des mots qui m'ont glacé le sang. « Votre femme a mis quelque chose dans votre verre. Je l'ai vu. Elle a sorti un petit sachet de son sac et l'a mélangé à votre champagne. Pendant que tout le monde était occupé, elle en a ri avec l'homme assis près d'elle. Ça n'avait pas l'air d'une blague. » Je l'ai fixée sans rien dire, essayant de donner un sens à ses paroles. Elle avait l'air sincèrement inquiète. Puis elle a détalé avant que je puisse lui demander quoi que ce soit. Je suis resté là, seul, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes, essayant de me convaincre que j'avais mal entendu. Je suis retourné à table, hébété. Le couloir me semblait interminable, mais pas trop bruyant, mon souffle court. De retour dans notre salon privé, Amanda riait avec Ben, le mari de Rachel. Elle se penchait vers lui d'une manière qui, soudain, me parut déplacée. Sa main sur son bras, la main de lui dans le bas de son dos. Il semblait complice d'une façon qui me retourna l'estomac. Ma coupe de champagne était là où je l'avais laissée, les bulles remontant à la surface. Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi par instinct. Quand Amanda a tendu la main vers son vin, j'ai saisi mon champagne d'un geste fluide pour le placer devant elle, prenant son verre de vin pour moi. J'avais l'air de simplement vouloir être taquin, romantique. Elle n'a même pas remarqué. Elle a pris ce qui était désormais son verre, celui qui contenait ce qu'elle y avait versé, et l'a choqué contre le mien avec ce sourire parfait. « À nous deux, pour toujours », a-t-elle dit. L'ironie de la chose me donne encore la nausée. Environ 12 à 15 minutes plus tard, la situation a commencé à basculer. Amanda battait beaucoup des paupières. Son mascara a commencé à couler. Elle a ri beaucoup trop fort à une remarque de Ben, un petit rire aigu et forcé. Puis, elle a essayé de se lever, sans doute pour aller aux toilettes, et ses jambes se sont dérobées. Elle a tenté de se rattraper à la table, mais l'a manqué. Tout le restaurant a semblé plongé dans le silence. Je me suis précipité, jouant le mari inquiet. « Chérie, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive » Elle a bafouillé quelque chose, le regard vague, les pupilles dilatées. Je l'ai aidée à se rasseoir, et tout le monde a supposé qu'elle avait juste forcé sur le champagne l'estomac vide. Quelqu'un a fait une blague sur les verres d'anniversaire qui tapent fort.
Quelques rires nerveux ont fusé, mais moi, je savais ce qui se passait. Elle avait drogué ce verre pour moi, et je venais de lui administrer son propre poison. Cette justice poétique était presque trop parfaite. Ce qui m'a vraiment achevé, c'est de la voir s'appuyer sur Ben. Pas seulement s'appuyer, elle s'est littéralement abandonnée contre lui. Le bras de Ben s'est enroulé autour de sa taille machinalement, comme s'il l'avait fait 1 million de fois. C'est là que tout s'est mis en place. Les séances de sport tardives qui ne semblaient jamais porter leurs fruits, les sous-vêtements de luxe que je ne lui voyais jamais porter à la maison, sa façon de m'aboyer dessus pour un rien, ses plaintes constantes sur l'argent alors que je faisais 60 heures par semaine, son téléphone greffé à la main, toujours face contre table. C'est ce jeudi soir, où elle était censée être à son club de lecture, mais où elle ne parlait jamais de bouquins. Sous la table, j'ai saisi mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai envoyé un message à Marcus, un vieux pote de fac, devenu détective privé spécialisé dans les affaires d'adultère. Il me faut tout sur Amanda. Relevé téléphonique, GPS, surveillance, la totale. Je veux tout. Il a répondu instantanément. Je m'en occupe, c'est fait. J'ai regardé Amanda, affalée sur sa chaise, les paupières papillonnantes. Elle a marmonné quelque chose qui ressemblait au nom de Ben. J'ai souri à nos invités. Juste un peu trop arrosé, leur ai-je dit. On demande l'addition et on la ramène. Amener Amanda jusqu'à la voiture a été tout un cinéma. J'ai joué le mari inquiet pour Sophie et Jake, je l'ai attachée, et j'ai dit aux enfants que maman avait probablement encore mélangé ses anxiolytiques avec du vin, ce qui n'était pas un mensonge total, cette fois. Dans le rétroviseur, sur le chemin du retour, j'ai vu Ben texter comme un fou, ses pouces s'agitant à toute allure. Il était impatient que la soirée se termine. J'ai tout noté mentalement. À la maison, j'ai aidé Amanda à tituber jusqu'à notre chambre. Elle s'est effondrée sur le lit, la robe toute froissée, le maquillage étalé, son parfum soudain écœurant. Je l'ai bordée. Elle avait l'air si petite et inoffensive, allongée là. Mais plus rien chez elle n'était inoffensif désormais. J'ai fermé la porte de la chambre et suis allé directement au garage, où j'avais planqué du matériel de surveillance acheté pendant une phase de paranoïa, il y a environ 6 mois. À l'époque, je pensais que j'exagérais. Maintenant, je savais que je n'avais pas été assez paranoïaque. J'aurais dû écouter mon instinct quand il me hurlait que quelque chose clochait. J'ai commencé par sa voiture, cette BMW blanche que je lui avais offerte pour Noël il y a 2 ans. Je me suis glissé sous le tableau de bord et j'ai fixé un traceur GPS qui enverrait les données sur mon téléphone. Puis j'ai attrapé son sac de sport près de la porte du garage. Je m'attendais à un pantalon de yoga, une gourde, peut-être quelques barres protéinées. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Un téléphone prépayé enroulé dans son legging. Un téléphone jetable, le genre d'appareil qu'on utilise quand on cache quelque chose de lourd. Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas allumé, je n'ai rien fait qui puisse l'alerter. J'ai juste pris des photos sous tous les angles, en m'assurant que le numéro de série soit bien net. Je suis remonté vers 1 heure du matin. Amanda dormait, elle ronflait, sans se douter que son monde était sur le point de voler en éclats. Je suis resté sur le pas de la porte à la fixer pendant 1 minute. 21 ans de mariage, et voilà son cadeau d'anniversaire. Une tentative de sédation et une liaison avec son beau-frère. Le lendemain matin, Amanda était radieuse et enjouée, comme si de rien n'était. Elle est descendue en peignoir, s'est versé un café, agissait normalement. « Qu'est-ce qui m'est arrivé hier soir ?» a-t-elle demandé en sirotant son café, l'air de rien. « J'ai l'impression d'être passé sous un camion. »« Tu as probablement bu trop vite, l'estomac vide, » ai-je dit d'une voix calme. Elle a ri, a balayé ça d'un revers de main et m'a embrassé sur la joue. Je l'ai laissé faire. Je devais rester de marbre et ne pas abattre mes cartes avant d'avoir tout ce qu'il me fallait. Marcus m'a envoyé les premiers résultats 3 jours plus tard, et c'était brutal. Des relevés téléphoniques montrant des centaines de textos vers un numéro enregistré au nom de Ben Patterson. Des factures d'hôtel du Grandview Suites, en centre-ville, chambre réservée tous les jeudis après-midi depuis 5 mois. Ils utilisaient de faux noms, mais Amanda se servait d'une vieille carte d'étudiante à son nom de jeune fille. Des frais de carte bancaire pour le service d'étage. Champagne, fraises au chocolat, huile de massage, bougies parfumées.
Il s'offrait des escapades romantiques pendant que je travaillais tard, pensant qu'elle était à son club de lecture. Mais les images de vidéosurveillance étaient le pire. Marcus a récupéré les enregistrements des caméras du couloir de l'hôtel. On y voyait Amanda dans le couloir devant leur chambre, la tête en arrière, riant, se pressant contre Ben comme elle ne m'avait pas touché depuis 5 ans. Ils arrivaient séparément, à 10 minutes d'intervalle, et repartaient séparément, jetant des coups d'œil dans les coins pour s'assurer que personne ne les voyait. Elle qui vérifiait constamment son téléphone, sans doute pour s'assurer que je n'appelais pas. Leur aisance, leur complicité physique, ça me donnait la nausée. J'ai regardé chaque seconde de ces vidéos, pas seulement pour les preuves, même si je documentais tout. Je les ai regardées parce que je voulais ressentir tout le poids de la trahison. Je ne voulais pas l'anesthésier ou prétendre que ce n'était pas si grave. Je voulais que ce soit gravé dans mon cerveau pour ne pas être assez faible, assez désespéré ou assez stupide pour la reprendre quand elle essaierait de me manipuler. Des dizaines de vidéos s'étalant sur des mois. Eux s'embrassant contre le mur, Ben la portant dans la chambre, elle repartant des heures plus tard, les cheveux défaits, le rouge à lèvres étalé, l'air satisfaite d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Je ne me les ai pas affrontés tout de suite parce qu'il me fallait un plan. J'ai passé les 2 semaines suivantes à jouer le mari parfait, tout en accumulant les preuves et en assurant mes arrières. Je suis allé au bureau de l'enregistrement et j'ai transféré l'acte de propriété de la maison à mon nom, prétextant une histoire de refinancement qu'Amanda n'a jamais pris la peine de lire. Même si j'avais laissé les papiers sur le comptoir de la cuisine pendant 3 jours, j'ai ouvert un compte séparé dans une autre banque. J'ai soigneusement transféré exactement la moitié de nos économies, pas 1 centime de plus. J'ai noté chaque dollar dépensé par Amanda, chaque mensonge qu'elle a raconté sur l'endroit où elle se trouvait. Tous les jeudis soirs, elle prétendait être à son club de lecture. J'ai consulté 3 avocats spécialisés en divorce, je les ai interrogés avec soin. J'ai choisi Patricia Chen, réputée pour être l'avocate en droit de la famille la plus féroce du comté. Elle coûtait cher, mais elle était coriace, et j'avais besoin de quelqu'un qui n'hésiterait pas à attaquer. Patricia a examiné tout mon dossier et a souri. « C'est du béton », a-t-elle dit. Elle n'a pas l'ombre d'un argument. Nous avons commencé à préparer les papiers immédiatement, mais je lui ai dit que je voulais attendre le bon moment. Je voulais qu'Amanda se sente en sécurité, en confiance, avant de lui retirer brusquement le tapis sous les pieds. L'affrontement a eu lieu 2 dimanches plus tard. J'avais invité tout le monde pour un brunch, faisant passer ça pour une simple réunion de famille. Rachel est venue avec leurs 2 enfants. Les parents d'Amanda avaient fait la route depuis leur résidence de retraite. Sophie et Jake étaient là, bien sûr. Ben est arrivé avec son air suffisant et décontracté, riant aux éclats, se servant des mimosas comme s'il était chez lui. J'ai attendu patiemment que tout le monde soit servi, qu'Amanda soit en train de rire d'une de ses histoires idiotes. Puis je me suis levé lentement, j'ai levé mon verre de jus d'orange et j'ai annoncé que je voulais porter un autre toast. « À nos 21 ans de mariage », ai-je dit en regardant Amanda droit dans les yeux. Tout le monde a levé son verre avec le sourire. Et à l'homme qui tient compagnie à ma femme tous les jeudis après-midi depuis 5 mois au Grandview Suites en centre-ville. Ben, je suis curieux, comment trouves-tu le service d'étage? La question est restée suspendue dans l'air comme un poison. Le temps s'est arrêté. Les fourchettes se sont figées. Un verre a heurté la table. Rachel est devenue livide. Sophie m'a regardé, les yeux écarquillés par l'horreur. Amanda a juste cligné des yeux, comme si elle ne comprenait pas. « J'ai les factures, Ben », ai-je poursuivi en sortant des papiers de la poche de ma veste. « Les vidéos des caméras de surveillance de l'hôtel. Tu as même signé pour le champagne et les fraises, en utilisant le faux nom d'Amanda. Quel manque de soin. » J'ai fait glisser une photo sur la table vers Amanda. On l'y voyait en peignoir d'hôtel, les cheveux mouillés, riant de quelque chose hors champ, avec la main de Ben dans un coin de l'image. « Ça te va bien ?» lui ai-je dit. Dommage que tu n'aies jamais eu cet air-là pour moi. Dommage que tu aies réservé tout ce bonheur à un autre. Je pensais qu'Amanda allait pleurer, s'excuser ou au moins montrer une forme de regret. Au lieu de ça, elle a levé les yeux au ciel. Oui, elle a vraiment levé les yeux au ciel. Et s'est levée.
Oh, grandis un peu, David, a-t-elle lancé, le dégoût pur dans la voix. Ce n'est pas comme si nous étions encore amoureux depuis des années, de toute façon. Dans la pièce, tout le monde l'a fixé, sous le choc. Ne jouez pas les surpris, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Tu es devenu ennuyeux depuis 2018, David. Je dépérissais dans ce mariage. Et ça te donne le droit de me droguer? Ai-je demandé d'une voix glaciale. Elle a eu un petit rire. C'était juste censé t'aider à te détendre, à arrêter d'être aussi coincé. Mon Dieu, tu prends tout tellement personnellement. Ce n'était même pas grand-chose. Je sentais que j'allais craquer, mais j'ai tenu bon. J'ai sorti la dernière enveloppe, celle que Patricia m'avait aidé à constituer. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, la répartition des biens, les copies de chaque SMS entre Amanda et Ben que Marcus avait trouvé, les relevés bancaires montrant les paiements de la société Écran et les dépositions du personnel de l'hôtel. J'avais tout. Alors que la pièce sombrait dans le chaos autour d'elle, Rachel hurlant sur Ben pour savoir depuis combien de temps ça durait, les parents d'Amanda fixant leur fille avec dégoût, je suis simplement parti. Pas parce que j'étais vaincu ou que je fuyais, mais parce que j'en avais fini de jouer les idiots. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Les preuves étaient là. Je suis sorti de la salle à manger, puis de la maison, sans me retourner. Amanda m'a suivi dehors, pieds nus, la voix perçante et colérique. « Alors maintenant, c'est toi la victime ? Tu nous as fait un coup d'éclat théâtral devant toute la famille. Très mature, David. » Très classe. J'ai continué à marcher vers ma voiture, les mains tremblantes. Elle m'a saisi le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Tu crois que tu vas juste me quitter comme ça, après toutes ces années? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi ?» Je me suis retourné pour la regarder. « Qu'est-ce que tu as sacrifié exactement, Amanda? La loyauté? Le respect? L'honnêteté? Tes jeudis après-midi avec mon beau-frère ?» Son visage n'a pas scié. Aucun regret, aucune honte, rien. Juste une colère froide d'avoir été démasquée. « J'aurais dû te quitter il y a des années, » a-t-elle sifflé. « Tu n'étais qu'une valeur sûre, un gagne-pain. Mais tu es ennuyeux, froid et coincé. Et te voir assis devant ce stupide ordinateur chaque soir pour travailler me donnait l'impression de mourir à petit feu. Tu parles de l'ordinateur qui a payé cette BMW dont tu es si fier, ai-je dit calmement. Les voyages en Europe, cette maison, l'école privée de Sophie. Le sport de Jake, tes problèmes d'achat compulsif. Elle a eu un rictus méprisant, un vrai rictus. Tu ne comprends rien et tu n'as jamais rien compris. Tu es le genre d'homme avec qui les femmes se casent faute de mieux. Pas le genre qu'on a vraiment envie d'avoir. Ça a piqué plus que je ne l'aurais cru. Peut-être parce que je m'étais fait la même réflexion, tard le soir, quand je n'arrivais pas à dormir. Elle continuait de parler, sa voix montait d'un ton. Je suis resté parce que partir était plus difficile. Mais ne t'avise pas de rester là à faire comme si tu étais un trophée. Tu étais un boulot dont j'avais besoin de décrocher. C'est tout ce que tu as jamais été. Je me tenais là, les poings serrés. Pas parce que je voulais la frapper, je ne frapperai jamais personne, jamais. Mais parce que je voulais hurler, exploser de rage et lui faire mal comme elle m'avait fait mal. Au lieu de ça, je suis allé jusqu'à ma voiture, j'ai ouvert le coffre et j'en ai sorti une valise que j'avais bouclée le matin même, au cas où. « Tu t'en vas ?» a-t-elle demandé en croisant les bras, comme si elle avait le dessus. « Non, » ai-je répondu calmement. « C'est toi. » Elle a carrément éclaté de rire. « C'est ma maison » a-t-elle dit d'un air suffisant. J'ai sorti le titre de propriété de ma veste, celui que j'avais fait transférer des semaines auparavant. « Plus maintenant » ai-je dit. J'ai transféré la propriété il y a des mois, quand j'ai commencé à voir tous ces signaux d'alarme que j'ignorais jusque-là. Tu étais trop occupé avec Ben pour remarquer que tu signais l'abandon de tes droits. Son rire s'est éteint net. Tu vas faire ton sac ce soir et partir, ai-je poursuivi. Tu vas signer les papiers du divorce. Mon avocat te les remettra demain. Tu vas renoncer à toute pension alimentaire parce que j'ai des vidéos, j'ai des SMS, j'ai des factures d'hôtel et j'ai la preuve que tu m'as drogué. J'ai tout.
Si tu me cherches, si tu rends les choses difficiles ou publiques, je détruirai ta réputation méthodiquement et complètement. Tu perdras ton job à l'agence de marketing, tu perdras tes amis, tu perdras ton rang dans cette communauté. Je m'assurerai que tout le monde sache exactement qui tu es vraiment. Je posterai tout en ligne s'il le faut. Son visage s'est décomposé, laissant paraître une peur réelle. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé, a-t-elle murmuré. Non, ai-je acquiescé. Cet homme-là t'aurait supplié de rester. Cet homme-là aurait cru à tes mensonges et à tes excuses. Il est mort à l'instant où tu as choisi Ben plutôt que notre famille. Je lui ai tourné le dos et je suis entré dans la maison. Je me fichais de savoir où elle irait ce soir-là. Je me fichais de savoir qui elle appellerait. Je me fichais qu'elle doive dormir dans sa précieuse BMW. Cette partie de moi, celle qui s'était accrochée à elle, qui espérait qu'elle change et qui croyait en la femme que j'avais épousée, cette partie-là était morte et enterrée. À l'étage, j'ai trouvé Sophie assise sur le bord de son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. « Ça va, papa ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. J'ai hoché la tête en avalant la boule dans ma gorge. « Ça ira », ai-je réussi à dire. Elle semblait vouloir poser 1000 questions, mais je n'avais pas la force émotionnelle d'expliquer que sa mère nous avait tous trahis, que la famille qu'elle avait connue toute sa vie n'était qu'un mensonge. Alors, je me suis assis à côté d'elle sur le lit, j'ai passé mon bras autour de ses épaules, et nous sommes restés là, ensemble, en silence, tandis que le bruit de la dispute montait d'en bas. Environ 20 minutes plus tard, la porte d'entrée a claqué assez fort pour faire vibrer les fenêtres. 21 ans de mensonges et de tromperies sont sortis de ma vie en un seul instant. Le lendemain matin m'a semblé totalement irréel, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis réveillé dans un silence absolu. Pas d'Amanda préparant son café sophistiqué en bas, pas de parfum coûteux flottant dans le couloir, pas de bruit de talons hauts claquant sur le parquet. La maison semblait vide au début, et propre, comme si son absence avait d'une certaine manière désinfecté les lieux. Sophie est descendue vers 9 heures, encore en pyjama. Elle s'est versé un bol de céréales sans rien dire et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. « Est-ce que maman va revenir ?» a-t-elle demandé doucement, sans croiser mon regard. « Pas dans cette maison », ai-je répondu honnêtement. Elle a hoché la tête, lentement, pour digérer l'information. « J'ai entendu une partie de ce qu'elle a dit hier soir », a avoué Sophie. Je n'ai pas demandé quelle partie elle avait surprise. Je savais que ça n'avait pas d'importance. N'importe quel fragment de cette conversation était un pur poison. « Elle était différente depuis longtemps », a ajouté Sophie. « Elle agissait bizarrement, toujours sur son téléphone. Je ne voulais juste pas croire ce que je voyais. »« Moi non plus », ai-je dit. Nous sommes restés assis dans un silence pesant pendant quelques minutes. La sonnette a retenti avant que nous puissions parler davantage. J'ai ouvert et j'ai trouvé Ben sur le perron. Pas de sourire cette fois, pas de charme de façade. Il avait l'air de n'avoir pas dormi du tout, et un léger bleu commençait à se former sur sa joue, probablement un cadeau de Rachel. « On peut parler maintenant ?» a-t-il demandé. « Tu as exactement 5 secondes, ai-je dit d'un ton plat. « Mec, ça n'était pas censé se passer comme ça. » 5. Elle m'a dit que vous n'étiez plus que des colocataires au fond. Elle a dit que vous ne dormiez même plus dans le même lit. 4. Écoute, j'ai été stupide et je le sais, mais c'est elle qui m'a dragué en premier. Je n'ai rien forcé. 3. Il a levé les mains d'un geste défensif. Je suis désolé, d'accord ? 2. Je l'ai fixé avec une absence totale de sympathie. 1. Il a reculé rapidement de la porte. D'accord, je m'en vais. Tant mieux, ai-je dit, parce que si jamais tu t'approches encore de ma fille ou de ma propriété, tu ne repartiras pas sur tes 2 jambes la prochaine fois. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Il n'a même pas essayé de discuter. Il a simplement tourné les talons pour regagner sa voiture comme un chien battu, la queue entre les jambes. Je l'ai regardé s'éloigner et j'ai réalisé que je ne ressentais plus de rage, seulement du dégoût. Un dégoût profond, permanent, viscéral. Dès l'après-midi, j'avais déjà longuement discuté avec mon avocate, Patricia. Amanda s'était vue signifier officiellement les papiers du divorce à l'hôtel où elle s'était apparemment enregistrée avec sa propre carte de crédit. Elle n'avait pas encore répondu,
Mais Patricia m'a assuré qu'elle le ferait. Soit elle signe sans faire de vagues et repart avec quelque chose, soit elle se fait traîner devant les tribunaux et perd tout, m'a expliqué Patricia. Avec les preuves que vous avez, aucun juge du comté ne lui fera de cadeau. Assurez-vous qu'elle le sache. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel inattendu de Rachel. « Je peux passer ?» a-t-elle demandé, la voix nouée par l'émotion. Elle est arrivée 1 heure plus tard, seule. Pas de maquillage, juste des yeux rouges et gonflés. Un jean et un sweat, pas de vêtements sophistiqués. Elle paraissait plus authentique que je ne l'avais jamais vue. « Je ne savais pas », a-t-elle lâché dès que j'ai ouvert la porte. « Je te jure devant Dieu, David, je n'en savais rien. » Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise à la table de la cuisine, celle-là même où Amanda s'asseyait autrefois, faisant semblant de consulter Pinterest alors qu'elle envoyait probablement des textos à Ben. « Je l'ai mis à la porte », a dit Rachel, la voix brisée. « Je lui ai dit de prendre ses affaires et de dégager de la maison. Et j'ai tout raconté aux enfants, parce qu'ils méritent de savoir quel genre d'homme est vraiment leur père. Quel genre de type sacrifie sa famille pour la sœur de sa femme. » Je me suis contenté de hocher la tête, ne sachant que dire. « Je suis désolé que tu aies dû la prendre comme ça, » ai-je fini par dire. Elle a vigoureusement secoué la tête. « Non, c'est moi qui suis désolé de n'avoir jamais vu ce que tu traversais. Tu méritais tellement mieux que ça. Nous le méritions tous. » Nous sommes restés assis là, dans un silence apaisant. Le silence et la clarté semblaient être les nouveaux thèmes de ma vie. Cette nuit-là, après le départ de Rachel, j'ai parcouru nos vieux albums photos. Les vacances en famille à la plage, les anniversaires, les Noëls. Sur chaque cliché, je voyais la même chose. Moi, souriant, d'un vrai sourire, regardant Amanda avec tout mon amour. Et Amanda, avec sa pose parfaite, son sourire de façade, ses yeux qui ne me rendaient jamais tout à fait ce regard. Les signes étaient là depuis le début. Je ne voulais simplement pas les voir. J'ai mis tous les albums dans un carton et je les scellais. Le passé devait rester au garde-meuble, enfermé là où il ne pourrait plus faire de mal. Les semaines suivantes furent remplies de paperasses, de rendez-vous juridiques et de soirées calmes à la maison avec Sophie. Rachel a commencé à passer quelques fois par semaine. Au début, nous parlions de sujets sans risque, de livres, de musique, d'émissions de télé-réalité débiles, de ces choses normales qui ne font pas mal. Elle a apporté de la soupe maison quand Sophie a attrapé un gros rhume et elle est restée tard. Un soir, après que Sophie se fut couchée, nous avons discuté sur le canapé de nos mariages, de nos regrets, de nos espoirs. Vers minuit, nous nous sommes endormis tous les deux, assis là. Je me suis réveillé à 3 heures du matin sous une couverture que quelqu'un avait jetée sur nous. Ce n'était pas romantique ou quoi que ce soit, c'était juste vrai, une sorte de paix et de confort que j'avais oublié pouvoir exister entre deux personnes. Amanda a tenté une dernière approche. Environ 3 semaines plus tard, elle a débarqué sans prévenir un mardi soir, en larmes et tremblante, le mascara coulant sur ses joues. « Est-ce qu'on peut juste se parler, s'il te plaît ?» a-t-elle supplié sur le pas de la porte. « On pourrait peut-être repartir de zéro, tout recommencer, essayer d'arranger les choses. » Je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai juste regardé dans les yeux et j'ai dit, très calmement, « C'est toi qui as mis fin à ce mariage, Amanda. Je ne fais qu'enterrer le cadavre. » Elle est restée là un instant, comme si elle allait répliquer, puis elle a tourné les talons et est partie sans un mot de plus. J'ai regardé sa voiture s'éloigner, ses feux arrière s'évanouir dans l'obscurité, et j'ai su que c'était enfin, totalement, terminé. Les semaines sont devenues des mois. La maison a commencé à sembler différente, plus chaleureuse et plus calme, sans la tension constante qu'Amanda y maintenait. Même les murs semblaient respirer plus librement. Le rire de Sophie est revenu peu à peu, discret au début, puis de plus en plus sincère au fil du temps. Elle a recommencé à inviter des amis. Pour la première fois en plus d'1 an, j'ai redécoré la chambre principale, me débarrassant de tous les coussins d'Amanda qui n'étaient là que pour la frime. Les bougies parfumées qu'elle achetait mais n'allumait jamais, les rideaux de soie sur lesquels elle avait insisté. J'ai tout remplacé par des choses que Sophie et moi avions choisies ensemble chez Target un samedi après-midi. Simple, confortable, vrai. Quand nous avons eu fini,
Sophie s'est tenue sur le pas de la porte, a regardé la pièce et a dit « Ça fait moins faux ». Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Par une nuit claire, j'étais assis seul sur la véranda avec un verre de bourbon, à regarder les étoiles et à écouter le silence. Je n'avais pas fait ça depuis des années, peut-être 10 ans. Amanda avait toujours eu besoin de quelque chose de ma part, de l'attention, de la validation, du statut, de l'argent, un besoin permanent d'être rassurée, jamais de paix. Le calme et la tranquillité l'ennuyaient. Elle avait toujours eu besoin de bruit, de mélodrame et d'agitation. C'est ce qui m'avait manqué sans même que je m'en rende compte, cette capacité à être soi-même, tout simplement, sans avoir à faire son cinéma. Ce soir-là, Rachel m'a envoyé un message de nulle part. « Tu dors ?» J'ai répondu « Non, je suis sur la terrasse. » Elle a débarqué 10 minutes plus tard, en sweat à capuche et jean, les cheveux attachés. Pas de maquillage, pas de faux semblants, pas de mise en scène. Au début, nous n'avons pas beaucoup parlé, nous sommes juste restés assis là, dans le noir. La brise était douce et fraîche, et la lune était basse dans le ciel. Après une vingtaine de minutes d'un silence apaisant, elle a dit doucement « Tu sais, je crois que Ben a toujours été jaloux de toi. »« Ah bon ?» ai-je demandé, surpris. « Il voulait ta vie, a-t-elle dit. Le respect que les gens te portaient, ta stabilité, ta constance. Il voulait juste obtenir tout ça sans faire d'efforts. Il voulait les résultats sans le travail. « Ça va, toi ?» ai-je demandé après un moment. « Ça ira », a-t-elle répondu d'une voix douce. Puis elle a ajouté « Je détestais la façon dont Amanda te traitait, même avant de savoir pour leur liaison. Cette manière qu'elle avait de te rabaisser ou de lever les yeux au ciel quand tu parlais. On aurait dit que tu ne le voyais jamais. Ou peut-être que tu le voyais, mais que tu ne voulais pas y croire. Je voulais croire en elle plus qu'elle ne le méritait, ai-je admis. Tu l'as aimée plus qu'elle n'était capable d'aimer qui que ce soit, a dit Rachel. Elle ne méritait pas la moitié de ce que tu lui as donné. J'ai détourné le regard, la gorge serrée. Eh bien, elle a eu tout de moi pendant 21 ans. Et maintenant ? A demandé Rachel. Maintenant, je reconstruis, ai-je simplement répondu. Le divorce a été prononcé environ 4 mois après ce sinistre dîner d'anniversaire. Pas de psychodrame au tribunal, pas de longue bataille juridique. Amanda a signé tout ce que son avocat lui a présenté. Elle pensait probablement que cela lui donnait un air noble et raisonnable. La vérité, c'est qu'elle ne voulait simplement pas que tout cela finisse dans le domaine public ou dans un procès-verbal. Sa réputation au travail et auprès de ses amis comptait plus que la vengeance ou les disputes d'argent. J'ai gardé la maison et la garde exclusive de Sophie, puisque Jake avait décidé de rester avec moi lui aussi, et la majeure partie de nos affaires. Amanda a gardé sa BMW, ses mensonges, son amant et un appartement en centre-ville dont je ne voulais absolument pas. Elle a tenté une dernière pique par l'intermédiaire de son avocat, une note manuscrite que Patricia m'a transmise avec un air de dégoût total. Le mot disait « Peut-être qu'un jour tu réaliseras que tu n'étais pas à la hauteur pour moi. C'est peut-être mieux comme ça. Tu apprendras à vivre avec l'idée que tu n'es qu'un second choix. » J'ai eu un véritable fou rire en le lisant, pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça n'avait plus aucune importance. Cette femme, quelle qu'elle soit réellement derrière son masque, était sortie de ma vie pour de bon. Elle pouvait bien hurler tout son soûl dans son appartement vide si elle le voulait. Je ne l'écoutais plus. J'ai jeté le mot à la poubelle sans y réfléchir à 2 fois. Le lendemain de la finalisation du divorce, j'ai fait un truc fou. J'ai emmené Sophie dîner, juste tous les deux. Nous sommes allés au Méridien, le steakhouse où tout ce cauchemar avait commencé 8 mois plus tôt. Au début, elle ne voulait pas. Elle se sentait mal à l'aise à cause des souvenirs. Mais j'ai dit « Réapproprions-nous cet endroit. Transformons un mauvais souvenir en un bon. » Nous nous sommes assis à une table totalement différente, dans une autre partie du restaurant. Pas de drame familial, pas de toast hypocrite, pas de poison dans le verre de qui que ce soit. Juste un excellent dîner, de vrais rires et de vraies discussions. Sophie m'a interrogé sur ma vie avant mon mariage, sur la fac, mon premier boulot et les rêves que j'avais autrefois.
Je lui ai raconté des choses que je n'avais jamais dites à personne, des choses que j'avais enterrées sous des années passées à essayer d'être le mari parfait. Nous avons ri jusqu'à l'arrivée du dessert et, au moment de partir, l'hôtesse nous a arrêtés. « Vous avez une fille merveilleuse », a-t-elle dit en souriant. « Je sais », ai-je répondu en passant mon bras autour des épaules de Sophie. Elle est littéralement la seule raison pour laquelle j'ai surmonté tout ça. Nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, en chantant faux sur les chansons de la radio, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis une éternité. Quelques mois plus tard, sans prévenir, un mardi après-midi ordinaire, une épaisse enveloppe blanche est apparue dans ma boîte aux lettres. Papier luxueux, lettres en relief, sceau doré, la totale. Je l'ai ouverte, perplexe, et je suis resté pétrifié. C'était un faire-part de mariage. Amanda et Ben allaient se marier. Ils avaient réussi à se fiancer et avaient carrément le culot de nous inviter, Sophie et moi. À l'intérieur, il y avait même un petit mot manuscrit d'Amanda. « Sans rancune, n'est-ce pas? J'ai pensé que tu aimerais tourner la page. Nous serions ravis que Sophie et toi veniez fêter ça avec nous. » Je suis resté planté dans l'allée, à fixer le papier, totalement sidéré par son niveau de folie. Je n'ai pas montré à Sophie. Elle avait déjà soupé des conneries d'Amanda. Je suis allé directement dans le jardin, j'ai jeté l'enveloppe dans le brasero et je l'ai regardée se consumer. Le soir même, lors d'un dîner sur la terrasse de Rachel, je lui en ai parlé. Rachel et moi passions beaucoup de temps ensemble, simplement, dans le calme et le confort. « Ils t'ont envoyé une invitation de mariage ?» a demandé Rachel, la mâchoire contractée. « Ouais », ai-je répondu. « J'imagine que je suis censé être content pour eux maintenant. » Elle a secoué la tête, le regard perdu dans son verre de vin. « Elle n'a même pas honte. C'est ça le pire. » « Elle n'a jamais eu honte, » ai-je répondu. Pas quand je lui ai montré les preuves. Pas même quand ses parents l'ont regardée comme s'ils ne la reconnaissaient pas. Elle a vendu son âme il y a bien longtemps. Rachel a eu un petit rire, un son bref et triste. « Je l'enviais avant, » a-t-elle avoué. Sa beauté, son assurance. Je pensais que vous étiez parfaits tous les deux. C'est vrai qu'elle occupait tout l'espace, ai-je dit doucement. Elle ne voulait juste pas que j'y sois. Nous avons fini de dîner en silence. Plus tard, sur la véranda, Rachel m'a regardé plus longtemps que d'habitude. « Tu as changé ?» a-t-elle dit d'une voix douce. « C'est une mauvaise chose ?» ai-je demandé en souriant. Elle a secoué la tête. « Non, c'est cette liberté. » Cette nuit-là, alors que je ne trouvais pas le sommeil à 2 heures du matin, je n'ai pas pensé à Amanda, mais à quel point j'avais failli me perdre en essayant de sauver quelque chose qui était déjà mort. Je vivais dans l'obscurité et je pensais que c'était juste une lumière tamisée. Alors j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas un coup de gueule, mais un rappel pour moi-même. Elle ne t'a pas brisé. Elle t'a libéré, ne l'oublie pas. J'ai listé chaque signal d'alarme que j'avais ignoré, les faux sourires, les excuses, les nuits tardives, la distance émotionnelle. Comment j'avais troqué mon respect de moi-même contre un faux sentiment de sécurité. Comment j'avais confondu l'endurance avec l'amour. Comment j'avais laissé sa froideur me faire croire que j'étais patient, alors que j'étais simplement faible. J'ai terminé la lettre par quelque chose que je devais garder en tête. Tu n'es ni sa honte, ni son erreur. Tu es ta propre renaissance. Je l'ai imprimé, plié et glissé dans mon portefeuille. Leur mariage a eu lieu. Dans une station de montagne chic, avec des pyramides de champagne, tout le tralala du conte de fées. Je n'y suis pas allé. Mais j'ai envoyé un cadeau. Une photo encadrée de notre propre mariage. Le verre était fendu en plein milieu. Au dos, j'avais écrit « Les contes de fées ont une fin. Celui-ci a juste mis plus de temps. Profite bien de ton trophée. » Je n'ai jamais eu de nouvelles. Les mois ont passé. Rachel et moi avons continué à nous rapprocher, lentement et naturellement. Sans pression, sans l'ombre d'une relation pansement. Sophie l'adorait. Elle riait plus que je ne l'avais vu faire depuis des années. Nous n'essayions pas de nous réparer l'un l'autre. Nous étions juste 2 personnes honnêtes trouvant enfin la paix.
Un soir, alors que nous regardions Sophie peindre pour l'école, Rachel s'est penchée vers moi et a murmuré « Tu t'en sors vraiment bien, David. Tu devrais être fier de toi. » J'ai contemplé ma vie calme et normale, et j'ai répondu « Je finis par le croire. » Et je le pensais vraiment. L'année s'est achevée sans drame, dans la sérénité. Amanda a disparu de la circulation après son mariage. On a fini par apprendre qu'elle et Ben s'étaient installés en Floride. Il y avait des rumeurs, des problèmes d'argent, des disputes, et même une ordonnance d'éloignement demandée par l'une de ses ex. Mais je m'en fichais. Pour une fois, rien de tout cela n'avait d'importance. Parfois, tard le soir, je ne pensais pas à elle, mais à moi. À la façon dont j'étais resté si longtemps en pensant que la loyauté signifiait la souffrance, que la douleur était une preuve d'amour. Ce n'était pas le cas. C'était juste de la peur déguisée en dévouement. Un soir, Sophie et moi avons regardé une vieille comédie ringarde, le genre devant lequel Amanda aurait levé les yeux au ciel. Sophie a ri, s'est appuyée contre mon épaule et a murmuré « Tu es tellement plus heureux maintenant, papa. » J'ai embrassé le sommet de sa tête. « Toi aussi. » Elle a hoché la tête. « Maman n'appelle pas beaucoup. Elle n'est pas prête à être la mère que tu mérites, » ai-je dit doucement. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Sophie a simplement hoché la tête à nouveau. Pas de colère, pas de tristesse. Juste la paix. C'est ça, la vraie guérison. Plus tard, après qu'elle soit allée se coucher, je suis resté sur la véranda sous un ciel étoilé. Plus de poids sur la poitrine, plus de nœuds à l'estomac. Juste le calme. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Rachel. Une photo de Sophie jouant avec sa nièce au parc. Un petit moment parfait, et j'ai soudain réalisé, j'avais arrêté d'attendre que la vie redevienne normale. J'avais construit quelque chose de nouveau, de stable, de réel, à moi. Sans supplier pour un peu d'amour, sans marcher sur des œufs, juste un sol ferme sous mes pieds. Cette histoire ne s'est pas terminée par une vengeance, des supplications ou une grande confrontation. Elle s'est mieux terminée, avec moi, à nouveau entier. Non pas sauvé par quelqu'un d'autre, mais en me souvenant de qui j'étais avant d'oublier. Alors si vous lisez ceci, en vous demandant si vous êtes fou de remarquer cette froideur, ces mensonges, sachez que vous ne l'êtes pas. Vous êtes en train de vous réveiller. Ne gâchez pas une année de plus à essayer de rafistoler une confiance brisée. Vous n'avez pas besoin qu'ils tombent pour vous élever. Laissez-les se noyer dans leur propre gâchis. Reconstruisez-vous, plus fort, plus sage, et enfin, libre.